faire en tant que gouvernement pour que cet argent, ces fonds, soient mis à la disposition de ce plan Marshall. Le plan Marshall que j'ai proposé est d'une valeur de 360 milliards de dollars payables, remboursables sur 25 ans à des taux très préférentiels. Voilà ma réponse à votre question. Ok, alors maintenant nous allons parler un peu des élections. Vous savez que notre pays se prépare pour amorcer justement les élections et on va commencer par les élections provinciales. Alors, au niveau du mouvement bleu, comment est-ce que vous vous préparez pour, n'est-ce pas, participer aux élections? Eh bien, ce que nous faisons est très simple. Depuis le mois de janvier, nous avons commencé à construire nos bases au niveau des 26 provinces. À l'heure où nous parlons, dans 21 provinces, nous sommes déjà présents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un coordonnateur provincial, nous avons son adjoint, et puis nous avons la liste de nos députés et de leurs suppléants dans 21 provinces. C'est l'état actuel des choses. Maintenant, il s'agit d'introduire ces candidats au niveau de la CENI pour les élections provinciales dont la date butoir est normalement, s'il n'y a pas prolongation, demain. En tout cas, cette fois-ci, il n'y en aura pas. Eh bien, nous avons décidé qu'il y aura un dialogue. Nous sommes partie prenante dans ce dialogue, qui est d'ailleurs défini par les outils internationaux, et que nous allons attendre les résultats de ce dialogue pour pouvoir enfin avoir un calendrier électoral global, inclusif, et puis à ce moment-là, nous allons pouvoir déposer les candidatures de nos députés au niveau provincial. À tous les échelons de l'État, nous allons présenter nos candidats. Évidemment, au niveau de la présidence, nous nous réservons encore de voir à quoi va ressembler le paysage politique de la RDC avant de prendre notre décision. Alors, je vous ai entendu parler, dire que vous êtes centriste, n'est-ce pas? Alors, dans cette situation-là, comment comptez-vous travailler avec soit la majorité, soit l'opposition? Si vous observez l'évolution politique du mouvement bleu depuis qu'il a été créé en 2005, c'est-à-dire en vous inspirant principalement de la presse internationale, eh bien vous allez voir qu'en 2011, avec le président ghanéen John Kufuor, nous avons fait une comédiation pour qu'il y ait un dialogue en RDC. C'est un exercice qui a duré pendant toute une année. Nous avons réussi à convaincre la communauté internationale, nous avons agi au niveau des acteurs locaux pour qu'il y ait un dialogue. Alors nous avons eu les concertations nationales, avec comme objectif la cohésion nationale. Nous avons fait notre communiqué où nous avons félicité les autorités congolaises pour l'effort qu'ils avaient fait pour qu'on aboutisse à cet esprit de cohésion nationale. Mais nous avions également dit que pour que cet exercice puisse renforcer la cohésion nationale, il était impératif que les autres partis politiques, tels que l'UDPS, l'UNC, le MLC, les forces acquises au changement et j'en passe, puissent prendre part à ce dialogue. Et donc pour nous, c'est une évolution logique, légale, que ce dialogue ait lieu conformément aux accords internationaux pour que la cohésion nationale puisse être renforcée. C'est ça notre point de vue. Ben alors, puisque nous parlons démocratie dans notre pays, est-ce que vous estimez bon ou mauvais, juste ou injuste que certains partis politiques puissent dire nous n'allons pas à ce dialogue-là, nous n'allons pas participer? Quelle est votre position? Je vais prendre un exemple. Oui. Monsieur Léon Kengo-Wadondo, président du Sénat, Oui. déclare que ce dialogue est inopportun. J'aimerais commenter là-dessus. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, avec toute l'expérience politique qu'il a mis à la disposition de notre pays. Oui. Mais permettez-moi de faire un commentaire, je crois, très pertinent. Si vous regardez le mandat du Sénat, nous sommes pratiquement à la fin d'un deuxième mandat du Sénat. Oui. Donc, le Sénat est obsolète depuis de très nombreuses années. Alors, comment pouvez-vous être au Sénat, être hors mandat et déclarer en même temps que le dialogue est inopportun? Monsieur Léon Kengo-Wadondo, cet aîné, a une très large expérience au niveau de la loi, au niveau de la législation, vous le savez très bien. Eh bien, la loi, c'est-à-dire les accords d'Addis Abeba, déclarent qu'il faut ce dialogue. Donc, en tant que légaliste, en tant que personnalité qui respectons la loi, nous devons nous aligner derrière cette loi et donc aller au dialogue.
Ceux qui ne voudront pas aller au dialogue, il y a deux conséquences. La première, c'est qu'ils sont hors la loi. La deuxième, c'est qu'ils sont en train de faire louper au peuple congolais l'opportunité de renforcer une cohésion nationale. Combien de temps on n'a pas critiqué le chef de l'État pour ne pas prendre l'initiative d'initier ce dialogue? Parce qu'on avait dit qu'en tant que garant de la nation, eh bien, c'était celui qui devait initier cette disposition des accords d'Addis-Abeba. Eh bien, il vient de le faire. On ne peut pas du jour au lendemain circuler dans toute l'Afrique, aux Nations Unies, à l'OUA, en Europe, pour réclamer qu'il y ait un dialogue, et puis le jour où le chef de l'État dit « nous allons aller au dialogue », dire « non, nous ne voulons plus aller au dialogue ». Ça n'a pas de sens. Les accords d'Addis-Abeba n'ont jamais dit à quel moment ce dialogue doit avoir lieu. Or, le mandat se termine en 2016, donc nous avons encore le temps d'aller dans ce dialogue et, évidemment, comme dans tout dialogue, exposer les griefs, les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et sortir de là avec un consensus pour pouvoir aller plus loin dans des élections apaisées. Ça, c'est notre point de vue au sujet de ce dialogue. Ah oui, restons toujours dans ce cadre-là pour dire ceci. Est-ce que vous ne pensez pas que une manière d'expliquer l'attitude de la personnalité que vous avez citée là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il trouve que comme nous allons tout droit vers les élections, c'est inopportun qu'on puisse organiser les dialogues aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans ce sens-là? Je vais vous retorquer de la manière suivante. Oui. Vous êtes mariés, vous avez des problèmes avec votre femme, et tous les deux vous dites on va divorcer. Et le divorce est prononcé, en tout cas la date de la discussion du divorce devant la cour est, disons, mis pour le mois de janvier de l'année prochaine. Oui. Est-ce que cela empêche les oncles, les tantes, les enfants d'intervenir pour qu'il y ait dialogue entre vous et votre femme et que la paix et l'unité familiale puissent revenir? Bien sûr que non. L'unité familiale est importante. La paix familiale est importante. La paix dans ce pays est très importante. La cohésion nationale dans ce pays est fondamentale. Donc, il n'y a pas un temps où nous pouvons dire qu'on ne peut pas aller au dialogue. Le dialogue doit demeurer un exercice permanent pour que la démocratie dans ce pays puisse aller de l'avant. Ceux qui prennent la position de dire qu'ils ne veulent pas aller au dialogue parce qu'ils considèrent que c'est trop tard, j'aimerais les interpeller pour qu'ils puissent revenir à des meilleurs sentiments et vis-à-vis de l'accord d'Addis-Abeba et vis-à-vis de la paix dans ce pays. Alors, on le sent très bien, Paty, je vais vous passer la parole, on sent très bien que vous appuyez le dialogue, n'est-ce pas? Le mouvement bleu appuie le dialogue. Alors, dans ces cas-là, quelle serait la matière qui sera discutée lors de ce dialogue-là? Bien, vous savez que dans un dialogue, comme dans les cas que j'ai expliqués entre l'homme et la femme, Oui. chacun a quelque chose à dire. Il n'y a pas un camp qui va imposer à l'autre la matière. Donc, dans le cas d'espèce, la majorité viendra avec les points qu'ils veulent discuter. L'opposition viendra avec les points qu'ils veulent discuter. Mais attention, c'est ici que je dis attention. Les Congolais ne se définissent pas en fonction de la majorité et de l'opposition. C'est une définition qui nous vient de l'Occident. Nous avons dans ce pays une tradition millénaire de la palabre et de la cohésion au sein du village. C'est là-dedans que le concept du centrisme prend toute son importance. Nous donnons plus d'importance à l'atteinte des résultats plutôt qu'au clivage politique entre majorité et opposition. Et donc, il faut nécessairement que l'on puisse préserver un espace pour le centre. Ceux qui considèrent que la vérité n'est pas détenue par l'opposition, que la vérité n'est pas détenue par la majorité, mais qu'il s'agit d'un exercice commun. Ok, Paty, vous avez une question? Bien sûr. Très bien, on sent que vous connaissez ce que vous voulez faire. Vous nous avez proposé, vous avez expliqué un grand projet, un projet social que plus d'un Congolais voudrait bien s'adhérer. Mais le problème se pose, pour le monsieur tout le monde qui ne soit à la maison, le mouvement bleu, où est-ce qu'il est? Je vais passer l'expression en lingala comme le dit Bazala Kiwapi.
bauti wapi. Ils veulent nous faire rêver. C'est quoi que vous leur direz? Je tiens à rappeler à ces gens qui nous écoutent que la personne qui leur parle actuellement n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Ce n'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas un extraterrestre. Je vous rappelle que j'étais dans vos plateaux, ici sur vos plateaux, le 13 janvier 2001, aux informations de 20h. Et j'étais le premier Congolais dans notre histoire à demander qu'il y ait un procès pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et depuis lors, vous avez disparu? Non, 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 pas du tout. Première question. Pourquoi est-ce que le Congo a attendu 40 ans, c'est-à-dire de 61 en 2001, pour qu'il y ait un Congolais qui se lève et dire « nous allons faire un procès pour Lumumba ». Nous l'avons fait. Et la Belgique s'est excusée en 2002, le 10 février, en disant « nous demandons pardon au peuple congolais pour la responsabilité morale de la Belgique dans l'implication de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba ». Mais rappelez-vous également que le même 13 janvier, j'avais dit ceci. Revoyez les images. Si nous ne faisons rien par rapport à l'assassinat de Lumumba, nous risquons de voir la même chose se reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? Il y a eu l'assassinat du musée Laurent-Désiré Kabila. Était-ce de la prophétie? Non, c'était de la simple analyse. J'étais une fois encore le premier Congolais à proposer qu'il y ait un pré-dialogue, parce que je savais qu'on ne pouvait pas directement aller des conflits armés vers un dialogue. Le ministre de l'époque, revoyez les images, qui était en relation avec la MONUC, était passé à la télévision pour dire que ce que je disais n'avait aucun sens, parce que ce n'était nulle part dans les accords de Lusaka. Il y a eu une déclaration de notre gouvernement, le 25 mai 2001, pour dire qu'ils ne reconnaissent pas ce concile des églises qui est en train de promouvoir un pré-dialogue et que s'en engagent que les promoteurs. Nous avons eu 7 pré-dialogues. Une fois encore, j'avais raison. Les 7 pré-dialogues ont abouti au dialogue intercongolais à Sun City. Je vais plus loin. Lorsque nous avons commencé à demander qu'il y ait une conciliation entre la majorité et l'opposition après les élections de 2011. Nous y sommes. Nous avons eu les concertations. Maintenant, nous aurons le dialogue. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand je dis quelque chose, apparemment, ces choses arrivent à se reproduire. Oui. Donc, nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous avons tout un parcours. D'accord. Alors, vous vous substituez aujourd'hui à un prophète. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir du Congo. Ce qui va arriver demain. Le Congolais voudrait bien que se réveille en tant que responsable, que les enfants aillent à l'école, que la maman ne manque pas quelque chose à nourrir la famille, que le parent ait de projets, que les Congolais vivent normalement, qu'il y ait des hôpitaux, que les gens se meuvent. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez pour arriver à ce projet gigantesque que vous nous parlez aujourd'hui en termes de rêve? Pour y arriver, bien évidemment, nous sommes dans les élections, il faudra placer, il faut être dans l'échiquier politique, il faut avoir des députés, il faut être dans le place décisionnelle. Alors, comment est-ce que vous y pensez, vous y mettre pour y arriver là-dessus? 2 méthodes pour y arriver. Quand je parle de 2 méthodes, ici, j'aimerais me référer à un ami qui a étudié avec moi à l'université de Harvard, le président Barack Obama. Lorsqu'il était en dernière année, j'étais encore en première année à la Kennedy School of Government et j'ai été le président de l'association Aid for South African Students pendant qu'il était trésorier. Petite parenthèse. Le président Barack Obama dit toujours... Ça sent que vous avez une carte de visite riche. Oui, comme vous allez le constater dans les images que vous allez projeter. Il disait lors de la campagne de 2008, je l'ai aidé pour cette campagne, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il disait en anglais, « Whenever I want to make a decision, I have to consult the 2 superpowers. First, God. And then Michel. » Il disait ceci, « Avant de prendre une décision importante, je dois consulter les 2 superpuissances qui existent au monde, pour moi. D'abord Dieu et puis Michel. » Donc, il y a 2 méthodes. Michel, sa femme. Sa femme. Oui. 2 méthodes pour aboutir
à la réalisation de ce rêve. Il y a évidemment la méthode légale, c'est pour cela que nous avons des candidats au niveau des échéances. Il y a l'autre méthode que j'ai fait depuis 2001, que je continue à faire jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ces photos où le public va me voir à côté de tous les présidents du monde. La question qu'on m'a toujours posée, mais c'est comment vous vous retrouvez là? C'est à quel titre? Est-ce que vous êtes ambassadeur? Est-ce que vous êtes ministre d'un gouvernement? Non, c'est simplement à titre personnel. C'est à titre personnel que j'ai fait l'affaire Lumumba. C'est à titre personnel que j'ai fait le pré-dialogue. C'est à titre personnel que j'ai proposé un plan Marshall qui aujourd'hui est repris, entre autres, par la Belgique et les superpuissances. Sauf que la différence est que maintenant, je vais agir à titre institutionnel, c'est-à-dire à la tête d'un mouvement politique qui est légalement enregistré en RDC. Donc, il y a Dieu qui donne l'inspiration. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, dont la conclusion est que le jardin d'Éden se trouve en RDC. Et de l'autre, il y a les institutions et puis il y a la volonté de vouloir faire quelque chose. C'est la combinaison de ces trois éléments qui vont nous permettre, avec nos idées, d'engendrer ce que nous appelons la révolution culturelle dans notre pays et puis d'exécuter les choses pragmatiques. Nous promettons qu'au cours des 6 premiers mois, nous allons pouvoir réduire le coût du panier de la ménagère. Si elle achetait un pain par jour, selon les plans mathématiques et économiques que nous avons, nous allons pouvoir lui permettre d'acheter 3 pains. Donc, avant de réaliser ce rêve, aidez-nous d'abord à faire passer ces idées que nous avons fait, entre guillemets, dans l'informel, que ça puisse entrer dans le formel et que le mouvement bleu, mouvement d'espoir, rappelez-vous, puisse pouvoir réaliser ça. La raison d'être de cette émission, déjà, c'est pour vulgariser, bien évidemment,